Voilà, bah, aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie, Yves Bigot, pour votre roman Catherine aux éditions Encre de nuit. Je crois que je ne vais rien dévoiler, mais votre roman commence par la mort de votre personnage principal. Ça vous est venu tout de suite, cette idée, ou comment c'est venu, justement? Oui, ça m'est venu très vite parce qu'en fait, je raconte un peu l'histoire à travers mon héroïne, hein, donc qui est une jeune fille qui a grosso modo 17 ans, hein, entre l'été 1966 et l'été 1968. Et j'annonce d'emblée, effectivement par son assassinat en 1974, que toute la période de rêve, hein, de changer le monde, de ce qui est l'aventure des Provos d'Amsterdam, du Swinging London, puis des hippies de San Francisco. Cette période, elle se termine en 1974. C'est la fin des 30 Glorieuses, c'est la fin de la guerre du Vietnam, c'est la fin de la conscription aux États-Unis, et on va passer à un autre monde, à un autre cycle. Donc, je l'ai marqué d'emblée par l'assassinat, donc la mort violente, hein, de mon héroïne, mais comme c'est la mort violente de ses idéaux. Voilà. Alors, on parle du personnage principal qui s'appelle Catherine Muren, qui est une jeune Hollandaise. Et justement, alors moi, j'y ai pensé après, mais c'est en découvrant votre livre, parce que vous y connaissez vraiment en musique. En Hollande, c'est là où ça se passait aussi, hein, pour l'Europe. Il y a eu le côté hippie aux États-Unis, mais c'est arrivé en Europe. Et je pense pas trop me tromper en disant que c'était surtout en Hollande. Très présente effectivement cette culture, hein, cette contre-culture aux Pays-Bas. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voulu que mon héroïne soit française, ni même belge, parce que ça aurait été ambigu entre les Belges Ouais. francophones ou les Flamands. En, en faisant une néerlandaise, j'en faisais quelqu'un d'abord qui parlait parfaitement anglais dès l'adolescence, et puis qui était imprégné de cette culture, la culture rock et la culture pop des années 60 dans lesquelles elle grandit. C'était naturel. En France, cette période, elle est assez différente parce qu'elle est marquée par mai 68 qui écrase absolument tout et qui a un mouvement certes, qui était joyeux et libertaire pour beaucoup, mais qui d'abord était un mouvement politique, ce qui n'était absolument pas le cas de la révolution rock et des hippies, qui mettaient la politique très, très à l'écart de ce qu'ils faisaient, même si oui, ils étaient contre la guerre du Vietnam, ils étaient contre le racisme, etc., mais ils ne pensaient pas que la politique résoudrait quoi que ce soit. Voilà. Alors, du coup, moi, je ne vais pas trop en dévoiler parce que, bon, l'intrigue fait que Catherine doit se sauver, quelque part, c'est un petit peu ça. Et ce que je trouve Un intéressant, road trip. voilà, exactement. Donc, elle commence par l'Angleterre. Je pense que pour vous aussi, c'était un régal. Vous aviez aussi envie de parler un peu de vos passions, hein. On part sur le Swinging London. Et bah, je vous laisse nous en parler un petit peu parce que c'est un plaisir. On va rencontrer des tas de gens qui ont vraiment existé pour le coup, là. C'est vrai que c'était évidemment un plaisir, hein, d'écrire et de raconter le Swinging London de 1966 et puis le San Francisco, le festival de Monterrey, hein, de 1967. Les hippies juste avant le Summer of Love. Bien sûr, c'est la musique que j'adore. C'est l'âge d'or, hein, et la période impériale du rock, hein, là où les Beatles, Bob Dylan, Jimi Hendrix, les Rolling Stones sont les rois du monde, et puis les groupes de San Francisco. Donc oui, parler à la fois de la mode, hein, aussi très importante à Londres. Il faut bien voir qu'au moment où mon héroïne, Catherine, donc, arrive à Londres en août 1966, c'est l'euphorie. D'abord, ça a été le plus bel été, le plus ensoleillé depuis des années à Londres. L'Angleterre vient enfin de remporter la Coupe du Monde de football dans son antre à Wembley. Donc, il y a une euphorie qui s'empare du pays, qui est absolument incroyable. Tous les cinéastes de la planète sont là à Londres après le succès de Hard Day's Night, hein, Quatre garçons dans le vent, le film des Beatles. Tous les cinéastes de la planète, qu'ils soient français, américains, italiens, etc., allemands, viennent tous tourner à Londres pour la magie, voilà, de ces rues et puis de cette mode et puis ces personnages absolument incroyables. Et effectivement, mon héroïne va assister à un certain nombre de ces happenings qui se déroulent à ce moment-là. Et donc, elle va croiser Paul McCartney, Brian Jones, et puis assister au premier concert des Pink Floyd, des Soft Machine, etc., qui sont des groupes qui sont complètement underground encore à l'époque, hein. C'est avant même qu'ils commencent à enregistrer. Voilà. Ce que je trouve passionnant, bien sûr, il y a Londres, mais après, moi, j'avoue que San Francisco, ça m'a éclaté quelque part.
Parce qu'on le disait, c'était pas politique, d'accord, le mouvement hippie, mais comme vous le décrivez, il y avait quelque chose. On voulait recréer le monde. Donc, il y a des tas de concerts, mais il y a aussi des tas d'échanges, même la maison où va vivre Catherine. Alors, maintenant, je vais bien tenir, c'est Catherine. Euh, là où elle va vivre, c'est quand même aussi des gens qui veulent refaire le monde. Et puis, on vit pas trop bien, mais finalement, ça nous plaît. Enfin, c'est quelque chose qui était en formation, tout ça. Finalement, c'était une société en devenir ou pas? Bien sûr, hein, c'était la jeunesse occidentale hein, qui atteignait à la fois un niveau d'éducation et de pouvoir d'achat inédit dans l'histoire de l'humanité et qui donc imposait sa culture au reste de la société et qui donc pensait effectivement qu'elle allait pouvoir changer le monde, mais très profondément, y compris dans son mode de vie, un mode de vie communautaire basé sur l'échange et où tout le monde, contrairement à la caricature qu'on en a fait justement en France, hein, où on présente les hippies Exactement. comme des babas, hein, c'est la caricature du collar au chaud, hein, c'était pas ça du tout, c'était des gens qui étaient extrêmement actifs, qui étaient très créatifs, qui étaient sinon des artistes, au moins des artisans, et puis qui voulaient inventer un nouveau mode de vie qui serait égalitaire, qui serait communautaire, et puis surtout qui serait très créatif et pacifique, et qui voulait refonder en fait l'humanité hein, d'une certaine façon. À tel point que Catherine, elle va devenir pas une vedette, mais on va la repérer, puisqu'on va l'appeler la Dutch Girl. Elle va commencer à faire des concerts aux États-Unis. Et c'est là où je vous dis franchement, je me suis fait avoir. J'ai été voir sur le net si elle avait existé, parce que vous lui avez créé tellement. Est-ce qu'il y a eu des gens comme ça, des Européens, des Européennes qui ont fait une petite carrière ou qui se faisaient repérer là-bas? Oui, en tous les cas, il y en a qui y sont allés, hein, parce que c'était d'un seul coup, c'était magnétique. Hein. San Francisco est devenu le centre du monde hein, pendant quelques mois. Et oui, il y avait d'ailleurs, je place ce qu'on appelle des œufs de Pâques hein, Oui. dans mon texte, hein, c'est-à-dire des petits clins d'œil à mon amie Annette Lévy-Willard, hein, notamment, qui était prof de français à San Francisco et qui est devenue la compagne de Country Joe McDonald. Je salue aussi Patrick Dish, qui est par la suite devenu le guitariste de Martin Circus, mais Ah, c'est qui a excellent. vécu pendant un temps à Sausalito avec les musiciens de Quicksilver, et Robert Charlebois, qui m'a raconté l'été qu'il a passé à San Francisco, au fameux No Name Bar, hein, dans lequel je le situe, qui est de l'autre côté de la baie, d'où on voit, San Francisco. Oui, bien sûr. Alors, Catherine, elle n'a pas existé telle qu'elle, mais j'ai essayé, voilà, d'en faire un personnage, oui, dans lequel pouvait se reconnaître un peu toute cette génération. Mais si j'ai voulu que ce soit un personnage féminin, c'est parce que de toutes les libertés, de toutes les libérations des années 60 et qui ont été extrêmement nombreuses et diverses, la plus importante, c'était la libération des femmes et des jeunes filles. Et c'est à travers elles que le monde changeait. Voilà. Alors, du coup, je ne sais pas si vous voulez qu'on dévoile qui est son premier amoureux, mais c'est assez génial aussi comme idée. Je vous laisse si vous voulez le dire ou pas. Mais ça m'amène justement, et ce n'est pas une critique du tout, c'est votre vision sur le sexe. C'est des images crues, c'est vraiment ce qui se passe. Est-ce que c'était pour changer aussi? Je veux dire, c'est pas imagé quand il y a une relation sexuelle. Voilà, je ne vais pas dire rentrer dans le détail, mais c'est ça aussi qui était important pour vous, je pense. Bah, écoutez, moi, c'était tout le pari hein, que je faisais en écrivant cette histoire, c'était de réellement faire comme si c'était Catherine qui parlait au lecteur. Donc, elle dit je, hein, dès les premiers mots du roman, elle dit je, et c'est moi donc qui effectue ce qu'on appelle une métathèse sexuelle pour écrire dans la peau d'une jeune fille. Et forcément, une jeune fille de cet âge, hein, elle a un peu plus de 16 ans quand le roman démarre, et elle en a un peu plus de 18 quand il s'arrête, bah, forcément, le sexe et l'amour, ce sont évidemment des choses très importantes pour elle, et puis surtout, c'est découverte. Donc, ben, forcément, hein, une jeune fille qui connaît ses premiers émois sexuels, son premier rapport sexuel, elle se pose des tas de questions qui sont liées à son corps. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas les éluder parce que sinon, je ne pouvais, de manière crédible, elle ne pouvait pas raconter elle-même son histoire si elle ne se posait pas ces questions de ben, ça passe où le sperme après Voilà, un voilà. rapport? Est-ce que ça s'envole? Est-ce que ça s'évapore? Est-ce Ouais. que ça ressort? Est-ce que ça disparaît? Ben oui, bien sûr.
Voilà. J'ai évidemment interrogé beaucoup de mes amies, hein, femmes, nécessairement, hein, pour qu'elles me disent, et elles m'ont aidé, notamment, vous voyez, par exemple, dans le tout premier chapitre, moi, j'avais écrit « Je me suis arrêté pisser ». Ben, évidemment, elles m'ont toutes dit « Mais jamais une fille ne va pisser. Nous, nous faisons pipi ». Donc, vous voyez, C'est voilà. vrai. Hein, voilà. Et même si le résultat est le même, hein, mais tout est dans l'expression. Et mais donc, pour ce qui est de sa première rencontre sexuelle, hein, donc son premier rapport, donc j'ai imaginé que ça se passait avec Jim Morrison, donc le chanteur des Doors, mais j'ai bien vérifié que ça aurait pu être le cas, car Jim Morrison était bien ce jour-là, à cette heure-là, à cet endroit-là, donc le Polo Field du parc du Golden Gate à San Francisco, et qu'il était bien le soir en concert avec les Doors, un peu avant la sortie de leur premier album, en première partie du Grateful Dead au Fillmore de Bill Graham. Donc, si vous voulez, tout ce qui n'est pas l'histoire de mon héroïne et des quelques personnages fictifs autour d'elle, tout le reste, tout l'environnement, tout le background est rigoureusement, historiquement exact et vérifié. Voilà. Et ce que je trouve vraiment génial, et vous l'avez vu au début, c'est que généralement, quand on parle des années 70, alors c'est encore cliché, les babacools, les choses comme ça, mais il ne faut pas oublier que derrière, il y avait toute une autre société, et c'est ce qui nous amène peut-être à la deuxième partie de votre roman, c'est qu'il y a une violence qui sous-tend tout ça aussi. Vous y pensiez tout de suite ou est-ce que c'est venu naturellement? Enfin, non, justement, est-ce que vous y pensiez pas en commençant votre roman, quoi, justement? Si, parce que justement, ce qui va expliquer qu'en 1974, toute cette affaire se termine, ben, c'est que les forces sombres ou noires de l'humanité ben, continuent de s'exercer et même elles vont tout faire pour contenir et pour arrêter hein, cette utopie, hein, cet élan, ce mouvement de la jeunesse principalement américaine, mais pas uniquement, qui voulait changer le monde, qui voulait le renverser. Donc, bien entendu, les forces noires de l'humanité, alors qu'elles soient construites et institutionnelles, hein, comme la CIA, le FBI, etc., dont on a su par la suite que c'est eux qui pourchassaient, qui sont peut-être responsables d'ailleurs de l'assassinat de John Lennon, mais qui, en tous les cas, surveillaient Jim Morrison, surveillaient Frank Zappa, le Jefferson Airplane, etc., mais aussi les forces noires individuelles de l'humanité. Et Catherine, notamment, ce à quoi elle va se heurter, en fait, c'est à l'industrie qui va d'ailleurs se développer très très vite dans ces années-là, l'industrie de la pornographie et jusqu'à celle des snuff movies, hein, donc ces films pornographiques, mais au cours desquels voilà, l'apex est de tuer en direct devant la caméra des animaux ou parfois même des êtres humains. Donc, elle va être poursuivie par ce monde-là. Alors, depuis l'origine des ennuis de sa famille à Amsterdam jusqu'aux Hells Angels qu'elle rencontre à San Francisco et qui font partie de ce monde et cette révolution, parce que nécessairement, la liberté absolue que recherchent les hippies, ben, elle rencontre la liberté absolue aussi des Hells Angels. Simplement, les Hells, eux, ben, utilisent pour la préserver et s'en assurer la violence, et puis ils vivent de trafic de drogue, de trafic de pornographie, etc. Ce qui n'est évidemment pas ce que font les hippies qui, eux, sont dans la musique ou dans l'artisanat ou la fabrication de vêtements, de bijoux ou même simplement hein, le fait de cultiver leur jardin, mais au sens propre, hein, c'est-à-dire de faire pousser ce qu'ils mangent, ce qu'ils vendent, etc. Ils fabriquent des bateaux, mais donc, oui, bien sûr, c'est toujours l'histoire du yin et du yang dans la société. Vous savez, le principe action-réaction, ombre et lumière. Et plus la lumière, qui est celle donc, de cette jeunesse, est forte, ben, plus l'ombre devient forte pour s'y opposer. Et oui, bien sûr, ça, c'était au cœur de mon roman, c'est-à-dire que le road trip joyeux et lumineux de Catherine ben, va se transformer à un moment en bad trip, comme ça arrive parfois des trips d'acide. Voilà, et c'est assez passionnant parce que ce que vous venez de dire, comme vous l'avez dit, il y a deux libertés. Il y a la liberté d'être un hippie et puis aussi de faire le mal, parce que moi je pense à toute cette période, il y a quand même l'assassin de la femme de Roman Polanski à l'époque, il y a Summer of Sam aux États-Unis, à New York si je ne me trompe pas. C'est vraiment une société qui est en complète transformation et qui ne sait pas où elle va finalement, j'ai l'impression. Quand on voit ça, après je ne veux pas trop en dévoiler, mais Catherine va revenir en Hollande.
Et est-ce qu'elle n'est pas rattrapée par le cynisme de la nature humaine, finalement? Parce que même là, alors qu'elle pourrait être heureuse, on lui fait faire des choses qu'elle ne veut pas faire non plus, quoi. Si, bien sûr. Et puis, il y a un autre côté aussi que j'ai peut-être développé un peu, c'est que encore à cette époque-là, et fort heureusement, j'espère que c'est révolu depuis, mais quand les femmes voulaient se libérer, elles étaient souvent rattrapées par les forces qui voulaient les en empêcher ou plutôt les punir de s'être libérées. On voit ça dans Le Mépris hein, de Godard avec Brigitte Bardot, on voit ça dans La fille à la motocyclette hein, avec Marianne Faithfull et beaucoup d'autres, dans Madame Bovary, hein, déjà Mmh. à l'origine, beaucoup chez Shakespeare hein, aussi. Donc, oui, bien sûr, il y a cet aspect-là. Puis l'humanité est névrosée. Hein, c'est quelque chose voilà, d'incontournable. On le voit. Vous savez, ça pourrait être aussi la parabole d'Internet et des réseaux sociaux, Tout à fait. qui au départ étaient faits pour libérer et pour réunir les gens. D'ailleurs, c'est pas un hasard. C'est un hippie, hein, Steve Jobs notamment, et puis Percy Barlow aussi. Hein, c'est les hippies qui ont inventé Internet. Alors, en conjonction d'ailleurs, c'est paradoxal avec l'armée américaine, Mmh. mais c'était quelque chose au départ de très généreux et qui en fait est devenu la tour de Babel et des gens qui s'insultent, qui se menacent en permanence, alors que c'était destiné simplement à pouvoir les réunir. Vous voyez, donc il y a toujours cet aspect, voilà, le côté noir de la lumière. Voilà. Ça sera une de mes dernières questions. Mais du coup, je me dis qu'il faut vraiment structurer l'intrigue à ce moment-là, parce qu'il y a des messages importants que vous passez finalement là-dedans. Puis c'est aussi une observation enfin, ouais, d'une partie de l'époque de la société, quoi. Écoutez, c'est ce que j'ai espéré, hein, c'était voilà, y mettre à la fois tout ce qui s'était produit dans cette époque-là et puis tout ce qu'on pouvait en comprendre depuis avec le recul voilà, et l'expérience qui a été, voilà, qui a été la mienne et puis surtout faire revivre cette période, ces rêves, hein, surtout absolument incroyables et merveilleux, moi dont je n'arrive pas complètement hein, à faire le deuil. Hein. Oui, oui. Voilà, Je la comprends. preuve, je, mais je pense qu'on a besoin aussi de se souvenir que ça a existé, que ce monde-là a été possible, que cette proposition de société alternative a eu lieu. Parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est tellement désespéré, qui manque tellement d'espoir, de vision de l'avenir, que je pense on a besoin de se souvenir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, à un moment, et pour répondre aussi à une de vos questions précédentes, on était dans ces années-là à deux doigts quand même de voir basculer, en tous les cas, l'Amérique, au moins dans la Révolution et dans un autre monde. Ça s'est passé vraiment pas loin. Il y a d'ailleurs un morceau formidable des Rolling Stones qui le dit, c'est Gimme Shelter, qui chronique bien le fait qu'on est à rien quasiment après Woodstock, hein, et où d'un seul coup la jeunesse se comptait tellement nombreuse, tellement enthousiaste et tellement unie pendant une période, bah, qu'elle a été à deux doigts de prendre le pouvoir. Ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas de mai 68 en France, où d'ailleurs, ses leaders, et à commencer par Danny Cohn-Bendit, le reconnaissent aujourd'hui. Ils disent, mais c'est incroyable, on aurait pu rentrer dans les ministères. À l'époque, c'était gardé par deux plantons. Ça n'était pas comme c'est devenu aujourd'hui. Ils disent, mais on aurait pu rentrer dans Matignon et s'installer et prendre le pouvoir, mais ça ne nous venait même pas à l'esprit. Mais il y Et avait de la peut-être pas même façon, pardon, ouais, mais il y avait peut-être pas le flower power en idée, c'était politique en France, alors que aux États-Unis, il y avait la philosophie. Enfin, je veux dire, Jim Morrison, s'il vient en France, je pense que c'est pas pour rien non plus. Après, je dévie un peu, mais c'est passionnant, quoi. Donc voilà, quoi. bien sûr, mais il était inscrit dans le Flower Power lui-même que ça n'était le pouvoir que des fleurs et qu'il n'y avait aucun désir de s'emparer justement du pouvoir parce que c'était un mouvement qui était contre le fait qu'il y ait du pouvoir. Hein. C'était une société qui voulait s'organiser de manière très communautaire, en tribus un peu, hein, et par l'échange, comme c'était le cas des tribus indiennes sur les mêmes territoires, hein, seulement 2 siècles plus tôt, hein, voilà, avant que les Européens n'arrivent et pratiquent un génocide. Hein. Donc il y avait un désir de retrouver un peu voilà, ce mode de vie puis lié à la terre, très proche de la terre. Mais tout un tas de choses qui nous préoccupent encore aujourd'hui, hein, parce que la conscience écologique, elle date des hippies. Hein. C'est Mm. eux qui ont prôné le retour à la terre et puis surtout la paix avec le monde animal, et puis avec, oui, avec la nature. Voilà.
toute dernière question, Yves, et vous l'avez remarqué, hein, je prends vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec vous, mais je ne veux Merci pas vous beaucoup. déranger trop longtemps. Non, je vous en prie. C'est un livre qui s'adresse forcément aux lecteurs, mais quand vous l'écrivez, on sent très bien qu'il y a beaucoup de choses personnelles. Est-ce que c'est un défi? Ça vous met plus de pression? Parce que je pense que vous voulez être satisfait de ce que vous avez fait, mais pour vous aussi, quoi, finalement. Il y a du souvenir, il y a du vécu, comme on dit, quoi. Écoutez, je suis très fier de ce livre. Voilà, je vais vous le dire comme ça. Oui, j'en suis fier. Oui, je vous remercie d'aider à le faire connaître vraiment et sincèrement, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes pour moi, bien évidemment, mais je pense qu'ils sont importantes pour ma génération, ça c'est sûr. Mais je pense que pour les jeunes gens d'aujourd'hui, Mm. il y aurait des choses peut-être qui pourraient les inspirer et aller chercher là-dedans, et pas juste le plaisir aussi de l'intrigue et de la musique et de ce qui est. Voilà, je pense, j'écrirai d'autres livres. Je pense que je n'en écrirai plus jamais aucun qui me tiendra autant à cœur. Mhm. Voilà, et je suis désolé parce que moi j'ai mes gosses des fois qui me disent que je suis un vieux con, mais je leur dis qu'il faut vraiment lire ce genre de bouquin parce qu'ils comprendront pourquoi on peut se permettre de faire des remarques aussi sur la société de maintenant. Je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais en tout cas, moi, je sais que on sait ce qu'on a vécu, quoi. Voilà, quelque part, et il leur manque beaucoup de ça. Voilà. Yves, merci beaucoup. Donc, Yves Bigot pour votre roman Quatrain. Alors, je fais attention des fois où je le présenterai aux éditions Encre de Nuit, et vous avez compris que c'était pour moi un super plaisir de lecture, quoi. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous. Oui, et le IJ néerlandais, il n'est pas facile à prononcer pour des Je suis Français. d'accord.